Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour du sujet très sensible de la fin de vie. Pourquoi en parlons-nous ce soir? Eh bien parce qu'il y a un désaccord profond qui vient d'être mis au jour. Tout est parti des déclarations de la ministre de la Santé, avant même que les états généraux de la bioéthique soient bouclés. Agnès Buzyn nous dit « Il y a la loi Claix-Leonetti, elle est suffisante, pas besoin d'une loi supplémentaire », ce qui a donné lieu à de vives réactions. Tribune signée par 156 parlementaires qui ne sont pas d'accord, au nom du droit à mourir dans la dignité. Réplique quasi immédiate de 85 autres parlementaires. Pour eux, l'euthanasie est une demande de bien portant. Nous ouvrons le débat ce soir avec nos invités. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Mickaël Darmon à Christine Claire. Nous reviendrons sur ce dernier jour de consultation à Matignon sur la révision constitutionnelle. Édouard Philippe a reçu aujourd'hui Bruno Retailleau, Christian Jacob, François de Rugy et Gérard Larcher. Vous le savez, il y a des points de blocage, surtout entre le Sénat et l'exécutif. Serait-ce judicieux d'aller jusqu'au référendum? Nous en discuterons avec nos invités. L'entretien du jour, nous recevons Vincent Monadé, président du Centre national du livre. À 2 jours de l'ouverture du Salon du livre à Paris, il nous dira comment se porte le marché, quelle est la place du livre politique et même la place de l'écrivain aujourd'hui. Il nous dira enfin si un président féru de littérature, comme peut l'être Emmanuel Macron, change des choses sur la promotion de la lecture. Mais d'abord, cette question de la fin de vie qui ne laisse évidemment personne indifférente et qui suscite à chaque fois qu'on l'évoque des réactions passionnelles. La loi actuelle permet-elle de mourir dignement? Et sinon, faut-il aller plus loin jusqu'à légaliser l'euthanasie? On va se poser toutes ces questions avec nos invités dans un instant. Avant cela, retour sur ces derniers jours de débat avec Julie Hulin. Vieux de 20 ans, le débat sur l'euthanasie est récurrent. Un sujet très sensible relancé le 1er mars dernier avec une tribune publiée par 156 députés, essentiellement issus de la majorité. Ils souhaitent légiférer au plus vite pour mieux encadrer le droit à la liberté de mourir. Il convient de donner aux malades en fin de vie la libre disposition de leur corps. Réponse le jour même de Jean Leonetti, auteur de la loi sur la fin de vie. Il n'est pas opportun d'envisager une nouvelle loi sur la fin de vie alors qu'une législation de 2016 a été votée à l'unanimité et ne s'applique que depuis 1 an. Si la loi française ne permet pas l'euthanasie, elle proscrit l'acharnement thérapeutique. La loi Leonetti de 2005 a été complétée en 2016 en instaurant la possibilité de sédation profonde et continue des patients en phase terminale. Une loi qui suffit largement selon la ministre de la Santé. Sans aller vers une loi différente, elle répond aux besoins des personnes qui sont en train de mourir et qui souffrent et qui méritent d'être accompagnées. Même point de vue pour 85 parlementaires qui ont eux aussi publié une tribune. Parmi eux, une grande majorité de sénateurs La République En Marche et les Républicains qui s'opposent à toute évolution de la loi. Ouvrir la porte à la légalisation de l'euthanasie, n'est-ce pas un encouragement de cette pratique? Tribune contre tribune, de conception de la liberté de mourir. Prudent, Emmanuel Macron ne s'est toujours pas prononcé sur le sujet. Avec nous pour aller plus loin ce soir, Rachid Temal, bonsoir. Vous êtes sénateur PS du Val d'Oise, signataire de la tribune du Monde intitulée « Euthanasie, il convient de donner aux malades en fin de vie la libre disposition de leur corps ». Philippe Mouillet, sénateur LR des Deux-Sèvres, membre de la commission des affaires sociales et signataire de la contre-tribune dans Le Monde également, intitulée « Ouvrir la porte à la légalisation de l'euthanasie, n'est-ce pas encourager cette pratique ?» Mélanie Raphaël Béthune, administratrice de l'ADMD et co-responsable des jeunes de l'ADMD, c'est l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Tanguy Châtel, sociologue, administrateur de la SFAP, c'est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Merci à tous les 4 d'être ici. Je voudrais commencer par vous rappeler justement les propos d'Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat, puisqu'il ne s'est pas exprimé depuis. C'est peut-être intéressant de savoir ce qu'il disait à l'époque. D'abord dans une interview à La Croix, en mars 2017, il y a pile 1 an, « Je souhaite qu'on améliore encore l'accompagnement dans les derniers moments de la vie et que tout soit fait pour qu'on puisse au mieux supprimer la souffrance des patients. Je suis favorable à ce que ce débat avance, mais je ne me précipiterai pas pour légiférer. » Écoutez maintenant ce qu'il a déclaré sur C8 exactement à la même période, c'était face à Laurence Ferrari. Je pense qu'une campagne présidentielle, elle n'est pas faite pour purger ces débats qui sont des débats philosophiques, très profonds, qui relèvent de la conscience philosophique, religieuse, humaine. Donc je suis pour qu'on en débatte, qu'on en parle dans un temps apaisé, mais je ne trancherai pas et je ne ferai pas de loi en arrivant sur ce sujet. Et vous voulez choisir votre fin de vie? Moi, je souhaite choisir ma fin de vie, oui. Rachid Temal, finalement, il avait prévenu Emmanuel Macron. C'est ce que dit Agnès Buzyn aujourd'hui, il n'y aura pas de nouvelle loi? En fait, le problème n'est pas ce qu'il avait dit. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, pour les Français concernés, est-ce que cette nouvelle liberté doit être posée? Moi, je pense que oui.
D'abord parce que, je l'ai dit, pour celles et ceux qui le souhaitent. Et puis, je pense qu'il y a une inégalité, une hypocrisie française. Aujourd'hui, on sait bien que des personnes se rendent dans d'autres pays à 10 ou 11 000 euros, ils peuvent aujourd'hui avoir cela. Moi, je considère qu'en France, et c'est une loi de liberté, parce que celles et ceux qui ne souhaitent pas avoir recours à l'euthanasie ne sont pas concernés. On n'est pas en train d'empêcher ou de généraliser. La question qui est posée, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on meurt bien dans notre pays? La réponse est non. Et moi, je considère que la sédation, la loi Leonetti, est claire, avance sur un certain nombre de cas. Mais il reste beaucoup de cas. Et donc, pourquoi ne pas avoir un débat serein, posé, qui permette de répondre à celles et ceux qui le souhaitent? Tout simplement. Ça me semble tellement simple. Je suis assez... je pourrais dire, c'est un gouvernement qui, à chaque fois, vous annonce une concertation et, dans le même temps, vous annonce déjà le résultat de la concertation. C'est ce que fait la ministre. Mélanie Raphaël Béthune, pourquoi cette loi ne suffit-elle pas? C'est assez simple. Là, on voit qu'effectivement, le président est en train de dire... il était en campagne, donc c'était pas encore le président, mais il est en train de dire que cette loi ne donne pas le choix à tout le monde et que lui voudrait choisir. Donc vous relevez une contradiction, vous dites qu'il y a un paradoxe? Bien entendu, il y a une contradiction. Il est en train de dire cette loi ne suffit pas, je veux avoir le choix. Il le dit lui-même. Et en fait, 89% des Français disent nous voulons avoir le choix. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est un sondage IFOP pour la Croix. Donc c'est quand même assez clair. Et cette loi ne suffit pas pour d'autres raisons, parce que aujourd'hui, cette loi donne la possibilité de la sédation terminale, qui est aussi la possibilité d'arrêter les soins, l'hydratation et l'alimentation. Donc bien entendu, ça ne suffit pas, parce que ça ne recouvre pas tous les cas. Il y a des cas où il y a par exemple des douleurs réfractaires, et dans ces cas-là, on fait quoi? Ça veut dire que pour certaines personnes, ça va suffire, mais il y a des gens qui veulent avoir le choix, et tous les choix. Le choix de l'euthanasie, le choix du suicide assisté, et aussi, effectivement, le choix de la sédation terminale pour certains, le choix de rester jusqu'au bout. Mais ça, on ne le nie pas, c'est d'avoir tous les choix. Philippe Mouillet, pour vous, cette loi est suffisante, correspond aux besoins et à la situation actuelle? Oui, tout à fait. C'est ma position, en sachant que je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul. C'est une loi qui date de 2016, elle est à peine appliquée aujourd'hui sur le territoire national. Et à partir de là, je pense qu'il est nécessaire à la fois que l'on puisse développer la communication autour de cette loi et qu'on puisse en même temps faire en sorte que les personnels aient les capacités réellement d'accompagner. Donc c'est tout le débat, à la fois de la formation et c'est à la fois, je dirais, un regard différent. Alors, on peut considérer que ça passe vite, je peux entendre. Et moi, je suis plutôt favorable au débat, ce type d'opération. Mais je crois qu'il y a des phases, il y a des étapes. On est sur un enjeu de société qui est important et que je crois qu'à un moment donné, il est nécessaire d'avoir ce recul sur déjà une avancée qui était forte. Moi, j'étais présent au Sénat lorsque ce texte de loi a été traité. Donc, on a déjà eu ces discussions, ces débats-là. Et je crois que c'est une phase qui est nécessaire et qui doit, à mon avis, être analysée avec un peu de recul autour de tout ça. Et puis après, toute la difficulté, c'est est-ce qu'on fait une loi pour, je dirais, la plus grande majorité des situations, ou est-ce qu'on fait une loi pour quelques cas particuliers? Car j'entends que tout ne peut pas être traité. Voilà. Donc c'est tout le discernement. C'est le rôle du législateur à un moment donné. On n'est pas dans la réaction vive d'une situation qu'on connaît d'une personne. C'est franchement la capacité d'avoir un regard plus global. Et je crois que dans cette période où on parle d'un certain nombre d'évolutions, notamment c'est toute la crise autour des EHPAD, autour même le débat autour de la santé, je crois que l'application de la loi Leonetti-Claes semble à mon avis un enjeu important. Et c'est ça, à mon avis, le sujet d'actualité. Tanguy Châtel, il y a une vraie question sémantique dans ce débat. On entend plein de choses. On parle de sédation profonde, on parle d'euthanasie, on parle de suicide assisté. Quelle est la différence? Alors, évidemment, il faut s'appuyer sur des mots qui sont partagés. Or, le fait d'utiliser une abondance de mots noie la question. On peut déjà dégager deux situations. La première situation, c'est une personne qui demande, qui peut exprimer cette demande d'une décision de fin de vie. La deuxième, c'est une situation où la personne ne l'exprimerait pas parce qu'elle n'est pas en capacité. Autre situation, la personne a la capacité de mettre fin elle-même à ses jours ou bien elle ne l'a pas. Donc on voit déjà qu'on a un éventail de situations. On voit aussi que il y a l'expression derrière que je partage, que aujourd'hui on a sans doute des conditions de fin de vie qui ne sont pas tout à fait satisfaisantes
satisfaisante. Et de ce point de vue-là, l'ensemble des acteurs se rejoignent sur ce constat. En revanche, on ne se rejoint pas sur la solution. Nous, on considère, et on a suffisamment de données qui sont tout à fait objectives, que les soins palliatifs ne sont pas suffisamment développés. On y viendra dans une deuxième partie. Que les moyens sont en ce moment, alors qu'il y a pourtant des plans, les moyens sont en réduction et que donc à partir du moment où vous diminuez la qualité et l'offre de soins palliatifs, vous provoquez naturellement une insatisfaction chez les gens et donc probablement une demande d'euthanasie. Donc à partir de ça, l'enjeu, je vais prendre un exemple, vous allez comprendre très vite. Si on nous dit demain les services des urgences ne sont pas suffisamment en capacité d'accueillir des gens et donc les gens meurent mal, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire est-ce qu'il faut légaliser l'euthanasie ou est-ce qu'il faut améliorer la capacité d'accueil aux urgences? On a exactement le même débat. Après, ça n'exclut pas la question que vous posez, c'est-à-dire que chacun devra avoir le choix, chacun devra avoir le droit. Mais c'est une autre question. Si on s'occupait d'abord des 200 000 personnes qui, chaque année, c'est le rapport de l'IGAS, ne reçoivent pas des soins palliatifs de cette qualité, si on s'en occupait d'abord, on résoudrait le gros du problème. Je vais vous faire réagir dans un instant. Il y a juste une partie de cette loi de 2016 qui reste assez méconnue. Et je voudrais qu'on lise ensemble ce texte. Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Elles sont révisables et révocables et s'imposent aux médecins, sauf en cas d'urgence vitale ou si elles apparaissent manifestement appropriées. D'après un sondage commandé par le Centre national des soins palliatifs à l'Institut BVA, 11 personnes, des personnes de plus de 50 ans, 11%, pardon, déclarent avoir déjà rédigé leurs directives anticipées. 11%, c'est pas beaucoup. 58% des sondés ne connaissent même pas ce dispositif. Est-ce que déjà, il n'y a pas un manque d'informations? Rachid Temal, puis vous, Mélanie. Non, mais moi, je veux bien. J'entends deux arguments, ce que vous évoquez, l'un et l'autre. Le premier, c'est on a déjà fait une loi, il faut attendre. Ce serait effectivement jamais le cas en France, et on le voit sur un certain nombre de sujets. On va être d'accord, on fait une loi, et avant même qu'elle soit appliquée, on en fait d'autres. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon argument. Sur les soins palliatifs, on ne dit pas que c'est à la place d'eux. Comme on ne dit pas c'est pour tout le monde. On dit simplement, et moi je suis pour que les soins palliatifs soient améliorés. C'est pas la place. Insurgez-vous avec nous contre le fait qu'ils ne le sont pas. Eh bien, insurgez-vous avec nous pour que la fin de vie soit digne. À la fois dans les soins palliatifs et celles et ceux qui choisissent de mourir dans la dignité. C'est ça, c'est ce que je veux dire par là. Et moi, je vous invite encore une dans fois, une unité de soins palliatifs pour voir si c'est pas digne. C'est des lieux de grande dignité. C'est pas ce que je viens de dire. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas assez de moyens. Je vous dis, je suis pour qu'il y ait plus de moyens. Très bien. Donc, bon, mais ça, c'est une question, mais c'est pas ce qu'on est en train de dire. Il faut que celles et ceux qui souhaitent avoir des soins palliatifs puissent les avoir et de grande qualité, donc les moyens nécessaires, dont acte nous sommes favorables. Et il faut accepter de votre côté, que des gens qui disent que les conditions de fin de vie ne s'estiment pas pour eux-mêmes, pour elles-mêmes dignes et qu'elles souhaitent en finir par une façon ou d'une autre, et de façon organisée. Il y a ça comme question. Et puis il y a une autre question. Non. Moi, je souhaite qu'à la fin, le dernier mot, ce ne soit pas le médecin, mais le patient. L'homme ou la femme concernée. Moi, je voudrais Parce que je pense que c'est mieux de mourir avec ses proches que parfois de façon partir à l'étranger ou dans de telles souffrances. Donc c'est un débat de société, mais encore une fois, s'il vous plaît, c'est pas l'un ou l'autre. Nous sommes pour avoir une logique globale. Moi, je voudrais savoir ce qui se passe dans la réalité. Est-ce que de toute façon, c'est pas ce qui se passe dans la réalité? Parce que finalement, il n'y a pas des euthanasies tous les jours en France. Si, justement, on va y venir. Alors, je trouve ça assez inadmissible d'opposer soins palliatifs et justement suicide assisté. Parce que justement, une des associations qui a fait le plus progresser les soins palliatifs, et avec aussi les associations de soins palliatifs, c'est la DMD. Parce que nous avons toujours souhaité justement le développement de l'aide aux malades et l'accompagnement à la souffrance. Parce que notre première demande est aussi le développement des soins palliatifs. Parce que pour qu'il y ait un choix, il faut qu'il y ait un vrai choix. Et c'est ce qui se passe dans la loi belge. Et on n'exclut pas l'un ou l'autre. En fait, le choix, on n'est pas en train de dire que c'est soit l'un, soit l'autre. À un moment donné, vous pouvez aller dans les soins palliatifs, à un moment donné, dire stop. Donc je ne vois pas pourquoi une loi empêcherait l'autre. Donc, on est en train de parler de deux questions. Non, laissez-moi finir parce que je voulais rebondir aussi sur une chose. Vous êtes en train de dire que la loi de 2016 est jeune. Je ne suis pas d'accord. C'est la même loi qui a été faite en 2005, révisée en 2008 avec qui une est faite en 2016. profonde. Non, pas du tout profonde. C'était la même. C'était la même. La sédation profonde, c'est la même chose. Elle a changé de nom simplement. La seule chose qui a changé, c'est justement les directives anticipées. La seule chose, c'est que le médecin est censé écouter et respecter, sauf urgence vitale. Et justement, ce qui a été reconnu en 2008 par Jean Leonetti, c'est de dire que l'association qui faisait le plus d'informations sur la loi qui était la sienne, c'était la DMD. Et justement, on fait une tournée pour informer là-dessus. Et il faut quand même dire que les gens, effectivement, ne sont pas informés.
Philippe Mouillet, pardon, Oui. quels seraient les risques d'une loi qui ouvrirait à tous ces choix? Quelles sont les dérives? Est-ce qu'il y a des dérapages possibles? Quels sont les risques? Alors, il y a cette inquiétude, mais je veux d'abord revenir sur le débat de dire l'argument comme quoi on ne peut pas modifier une loi dans cette urgence après un an. Ça se fait, ça se pratique. Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas là. C'est la façon dont la loi a été traitée et travaillée. La façon dont les débats ont eu lieu à un moment donné, où de façon quasiment unanime, eh bien, les assemblées ont tranché sur le sujet avec un positionnement très favorable, notamment à la fois des différentes associations que nous avons rencontrées à l'époque et du monde de la santé. Donc l'idée pour moi, c'est pas de dire il n'y a pas de débat. On peut continuer à débattre. Ça ne me pose pas de difficulté. Mais je considère aujourd'hui, attendez, je finis. Mais je considère qu'aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est qu'on donne réellement les moyens que cette loi fondamentale puisse s'appliquer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, on peut dire c'est du recyclage, moi je ne suis pas de votre avis du tout, et les gens que nous avons consultés de façon générale, à la fois tous ceux qui étaient directement concernés, ont un avis, ont salué les évolutions. Alors, les partisans, ceux qui vous suivaient à l'époque, on considérait que c'était pas suffisant, je le comprends. Et c'est de nouveau, on a de nouveau le même débat. Mais donc avec la même loi, aujourd'hui, il y a 4000 euthanasies en France. Mais le vrai sujet... Ce chiffre est faux, Il est de l'INAD. C'est pour ça que je trouve inadmissible ce que vous avez fait dans votre tribune. Lisez l'enquête de l'INED, elle est là, c'est noir sur blanc, 0,2%. Lisons les informations, elles sont publiées, ne leur faites pas dire ce qu'elles nous disent. Donc aujourd'hui, les dérives sont en France. Je vous le donne, les dérives sont en Alors, France. on va avancer un petit peu. Vous l'avez compris, question essentielle dans ce débat, c'est l'accès aux soins palliatifs, un droit fondamental dont beaucoup de Français ne bénéficient pas. Jean-Claude Amezen, ancien président du comité consultatif national d'éthique, a évoqué ce sujet. C'était justement lors de son audition devant la commission des affaires sociales au Sénat, c'était la semaine dernière, écoutez. Nous avons une loi depuis 1999, depuis 19 ans, qui garantit à toutes les personnes qui en ont le besoin l'accès aux soins palliatifs. Et moins de la moitié de nos citoyens dont l'État requiert des soins palliatifs en fin de vie y ont accès. Et donc ça veut dire que 19 ans plus tard, nous ne sommes pas capables de donner accès à un droit fondamental à plus de la moitié de la population. Alors, on va apporter quelques précisions à ces chiffres dont il parle. Chiffres du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. En 2016, 44% des patients décédés qui avaient demandé des soins palliatifs y ont eu accès, effectivement. Mais ces dernières années, c'était plutôt 20%. La part des hôpitaux disposant de lits identifiés est passée de 14% en 2006 à 31% en 2015. Et durant la même période, le nombre d'unités de soins palliatifs a augmenté de 42%. Donc, on le constate, il y a toujours une inégalité, mais il y a une amélioration, c'est ce qu'on peut dire sur la question des soins palliatifs. Il y a une amélioration, il y a des endroits comme à Chartres où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs, par exemple. Pourquoi ? Et comment on se l'explique ça? Comment on explique cette inégalité? Mais il y a un plan de développement, mais on vient de loin et on veut aller loin. Donc ça veut dire que développer les soins palliatifs, ça prend du temps parce qu'il faut des gens qui soient formés. Il ne suffit pas d'ouvrir une unité. Il faut développer non seulement la formation, la recherche. Écoutez, il y a 6 professeurs associés de soins palliatifs. Comment voulez-vous que les médecins soient correctement formés? Les psychiatres ne se forment pas aux soins palliatifs, les médecins généralistes ne s'y forment quasiment pas, alors qu'ils sont confrontés à des situations de fin de vie et qu'on prétend développer les soins palliatifs à domicile. Donc, si on veut véritablement que l'euthanasie soit demandée par les gens, alors il y a une solution toute simple. Arrêtons de développer les soins palliatifs, freinons leur développement. Dès lors que vous créez des conditions dans lesquelles les gens vont être mal pris en compte dans leur fin de vie, mal reconnus, mal accompagnés, eh ben moi, je serai à leur place, je serai le premier à être scandalisé. Voyez. Donc, on a véritablement une nécessité, et il y a eu 3 plans qui ont été faits, mais on n'est pas au bout du chemin, de continuer à promouvoir les soins palliatifs et pas simplement auprès des spécialistes de soins palliatifs. Parce que ça va concerner tous les professionnels de santé. Rachid Temal ? Non mais j'entends ce que vous dites. Encore une fois, je pense que arrêtons de faire de la concurrence. Dans ce pays, il y a un problème sur la fin de vie. Nous sommes tous d'accord. Donc il faut, encore une fois, permettre le choix. C'est une question de liberté et d'égalité. Moi, je vais revenir sur cette question. Ça m'intéresse. Laissez-moi terminer. Bien sûr. Je considère que celles et ceux qui ont besoin de soins palliatifs, il n'est pas normal que notre pays soit à ce niveau-là. Et donc, moi, je suis pour que, dans le cadre du budget, dans le cadre des différents plans, on prenne les décisions. Le gouvernement fasse son travail. Deuxième chose, mais entendez de votre côté que des gens souhaitent autre chose. Et ils sont aussi dignes, ils souhaitent avoir recours à une fin de vie digne. Et il faut leur permettre. C'est de ça dont il est question. C'est pas l'un ou l'autre. Et si je veux faire part de mon expérience. Mais moi, je veux faire part de mon expérience. Le seul également. à cette table qui va dans les unités de soins palliatifs toutes les semaines. J'y étais hier soir. Attendez, on va juste écouter. Mais attendez, non mais le débat. Je peux témoigner de quelque chose. Excusez-moi. Allez-y. Personne ne conteste.
On dit qu'on est d'accord avec vous. Non, je voudrais témoigner sur la question de la liberté que vous mettez en avant. Alors allez-y, Tanguy Châtel, racontez-nous en si votre débat, c'est quelques l'un ou secondes l'autre, cette nous ne expérience. sommes pas d'accord. Non, c'est pas l'un ou l'autre. Moi non plus, je suis pas dans une L'idée, lecture c'est d'éclairer le binaire. téléspectateur. Je dis simplement, il y a deux sujets. Il y a de toute développer façon. les soins palliatifs et le deuxième sujet que vous évoquez, c'est est-ce que la loi doit encourager la liberté individuelle sur ces sujets. C'est un deuxième sujet. Moi, ce soir, en sortant d'ici, je vais aller dans l'unité de soins palliatifs où je fais du bénévolat depuis 17 ans à Notre-Dame-du-Lac. Je rencontre des gens qui sont en souffrance. J'essaye de les soulager, de les accompagner du mieux que possible avec le secours des équipes de soins. Qu'est-ce que je vois? Quand je vois des gens qui souffrent, je vois des gens qui ne sont pas en capacité d'exprimer une liberté, comme vous le dites. Parce que quand on souffre, on n'a pas la liberté. Mais on est contraint. Eh bien, mais avant, c'est facile d'exprimer une liberté quand c'est là où on arrive pas. les dérives potentielles. Et c'est là qu'on a. Sauf qu'à l'expérience en Belgique. C'est là qu'on arrive. En Belgique, il y a une liste de dérives aussi. En Belgique ou d'autres, ça fonctionne. Philippe Mouillet, on s'entend plus. Attendez. Non, simplement, un vrai sujet. Je voulais réagir sur une de vos questions parce qu'on entend ce sujet-là, mais c'est toute la problématique de jusqu'où on va. C'est-à-dire que lorsqu'on a évoqué la loi Néoticlès, on a commencé à parler de l'euthanasie. Un cap a été franchi. Et maintenant, l'idée est jusqu'où on va. Dans la notion notamment de suicide assisté, jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'une personne, à un moment donné, peut considérer qu'on regarde une situation extrêmement difficile, une maladie incurable? Est-ce qu'on considère à un moment donné que cette ouverture, c'est pas aussi la facilité autour de tout ça? La facilité pour qui? Pour lui et la famille. Moi, j'ai toujours en tête, j'ai une expérience d'un ami qui est parti qui était atteint par la maladie de Charcot, qui, à un moment donné, quand il a eu cette information-là, s'est dit je veux finir dignement, je veux mourir, et je veux surtout. Il a exprimé en disant notamment je veux pas que ma famille subisse la dégénérescence, je veux sortir comme ça. Il l'a verbalisé. Il n'a pas pu le faire. Je l'ai accompagné à la fin de sa vie. Et je peux vous dire que les derniers jours, eh bien, il n'était pas du tout dans ce sujet-là, parce qu'il était encore en capacité de réfléchir. Il disait finalement, heureusement que j'ai fait cet accompagnement, j'ai préparé. Et donc, entre la décision qu'il a pu prendre suite à un choc, lorsqu'on l'a informé de cette maladie qui était incurable et la phase qu'il a connue, eh bien on se rend compte qu'aujourd'hui c'est un exemple. C'est pour ça que je comprends que le débat ait lieu. Je comprends ces sujets-là. C'est tout le débat. Est-ce que la loi doit aujourd'hui considérer que parce qu'il y a quelques situations extrêmement difficiles avec des exemples que l'on voit à la télé, est-ce qu'on doit permettre la généralisation de cette pratique-là avec toutes les dérives de la notion de décision le jour où la personne obtient un choc parce qu'on lui apprend que malheureusement on est sur une situation difficile. Mélanie Raphaël, vous les entendez, ces dérives possibles, on nous parle toujours de dérives et vous nous parlez de généralisation. Mais quand on voit Anne Berthe qui était décidée, par exemple. Les gens l'ont entendu. Oui, mais vous nous parlez d'une personne, mais derrière nous, on en voit des centaines. Mais bien entendu, mais tant que vous pouvez parler, tant que vous pouvez décider, vous pouvez arrêter le processus. Regardez ce qui se passe en Belgique. En réalité, il y a autant d'euthanasie en Belgique qu'il y en a en France. Sauf qu'on ne peut pas regarder les dossiers. Sauf qu'on ne peut pas... C'est des euthanasies illégales qui se passent en France. Et moi, ce que je veux, c'est replacer... 3 fois plus d'euthanasie illégale en Flandre qu'en France. Arrêtez. C'est une enquête de 2012. Non, arrêtez. Il y a eu combien arrêtez. Il y a eu combien Non, mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez finir, Mélanie Raphaël. Il y a eu combien de procès en Belgique réellement? Une affaire sur 14 000 euthanasies. Non, c'est faux. Une affaire. Simona Demour en 2015. Une affaire sur 14 000 euthanasies. Et ne pas légiférer, est-ce que ce n'est pas laisser les médecins très seuls aussi et les infirmières? Là, en France, les euthanasies sont toutes illégales. La question de la solitude. En Belgique, les gens sont accompagnés. Mélanie Raphael-Béthune, est-ce qu'il y a une vraie solitude des médecins et des infirmières face à des cas? Évidemment, puisqu'il n'y a pas de loi précise, ils se retrouvent face à des cas. En France, tout le monde est seul. Que ce soit le patient, qui du coup n'est ni écouté, ni entendu dans ce qu'il souhaite. Les familles sont seules parce qu'elles ne savent pas ce que souhaite le patient. Les médecins sont seuls. Parce que justement, ils se retrouvent face à des patients dont ils ne savent pas ni ce qu'ils souhaitent, ni comment les accompagner. Ni ce qu'ils ont le droit de faire. Et face à ça, c'est l'euthanasie qui est la solution. Mais je ne vous ai pas dit que c'était toujours l'euthanasie. Je vous ai dit que c'était de replacer le patient au centre de la décision et de rester citoyen jusqu'au bout. Je trouve que je suis juriste aussi. Et d'avoir tout. Les choix. Oui, mais on vous dit que le patient n'est pas toujours en conscience pour répondre, pour dire. En tout cas, est-ce que c'est au médecin de décider toujours? Mais aujourd'hui, c'est pas le médecin. La loi prévoit que c'est un collège, c'est une collégialité, et ça ne sont pas que des médecins. Ce sont l'ensemble des acteurs. Vous dites que la loi n'a pas été modernisée, elle est modernisée, et dans la pratique, c'est ceux qui sont autour du lit qui décident, et pas le patient. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit le patient qui puisse décider, que ça soit à travers les directives anticipées ou à travers sa décision. Je voudrais juste vous montrer un comparatif européen.
n'y a pas d'harmonisation sur ce sujet à l'échelle de l'Union européenne. Il y a 3 types de législation. Les pays qui autorisent l'euthanasie, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, et à chaque fois c'est strictement encadré par la loi, il faut le dire. Les pays où l'euthanasie est interdite mais où une forme d'aide à la mort est possible, c'est le cas de la France, Danemark, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Espagne, Portugal et d'autres encore. Et les pays où l'euthanasie est strictement interdite, même pas citée dans les textes, Grèce, Roumanie, Pologne, Irlande, Islande. Finalement, la France se situe dans un équilibre, Rachid Temal. Et le problème, en tout cas européen. Oui, mais on peut se dire que c'est bien parce qu'elle est au milieu et que voilà. Mais la question, encore une fois, moi je pense aux hommes et aux femmes concernés. Donc moi, ce que j'entends, vous dites, on a une loi, il y a eu des avancées. Moi, je vous le concède. Mais ça ne répond pas à toutes les situations. Ça, je moi, aussi. Merci. Donc ce qu'on dit, ouvrons le débat. Il y a aujourd'hui, parce que le point de départ, c'est qu'il y a aujourd'hui... Mais elle ne l'ouvre pas, Agnès Buzyn, elle dit qu'il n'y aura pas de loi. Si, il y a à la fois... Non, mais il y a à la fois les assises, et puis en même temps, elle le ferme. Moi, je dis juste... D'ailleurs, j'ai envie de dire à La République En Marche. D'un côté, des députés signent pour. Ici, d'autres signent contre. La ministre dit non. Le président dit je ne sais pas, ou je ne veux pas le dire. Et on fait des assises. À un moment donné, il faut que chacun assume une position. Donc nous, ce que nous demandons, et les socialistes, nous travaillons sur ces questions-là, nous déposerons un projet. En tout cas, moi, je travaille à déposer un projet. Eh bien, ouvrons le débat. Ayons, et c'est ce qui est possible, le Parlement est là pour cela. Que ceux qui, à l'Assemblée, au Sénat, souhaitent y travailler, travaillons ensemble, entendons l'ensemble des acteurs, et permettez-nous de faire notre intime conviction, en tout cas de faire notre choix, et de dire, le texte doit être ceci ou cela. Parce que là, ce qui est assez formidable, c'est qu'on nous dit... Si je peux terminer. Ce qui est formidable, c'est qu'il n'y aurait pas de débat. Et on intégrera effectivement les soins palliatifs. N'ayez crainte. C'est pas ça que j'allais dire. Crainte. Est-ce que vous intégrez la défense des publics les plus vulnérables en ce moment, qui pourraient, parce qu'ils craignent de devenir un fardeau, demander l'euthanasie? On a, la difficulté avec les personnes âgées. On va pas se mentir. L'idée, c'est pas de dire, les gens disent aujourd'hui... Comment garantir que le choix sera libre et éclairé? Vous voyez, mais travaillons dessus. Alors qu'il y a des maladies neurodégénératives. C'est le même débat, excusez-moi. C'est le débat sans comparaison, jusqu'au bout, sur l'IVG. Pas du tout. Mais si, à l'époque, c'était les mêmes arguments. Pas du tout. Non, à l'époque... L'IVG, c'est un problème de santé publique pour protéger les femmes. À l'époque, excusez-moi, à l'époque, les arguments sur la capacité, etc., étaient déjà là. Mais c'est faux, relisez les débats. Non, je les ai lus, monsieur. C'était des débats de santé publique pour protéger les femmes du risque de la mort. Arrêtez de dire... C'était pas pour leur donner le droit de tuer. Aux gens qui vous débattez qu'ils ont tort et que vous avez raison. Dans un débat, il faut accepter d'entendre les gens. Revoyez les archives du ministère. Moi, je suis favorable au débat. Alors, je ne suis pas du tout favorable à la comparaison que vous évoquez, parce qu'à la fois, on est sur des enjeux qui étaient différents, on est à la fois sur... Mais remettez-vous... Non, on parle de bioéthique, ça c'est vrai, mais c'est difficilement comparable. Voilà. Pour le coup, remettez-vous dans le débat de l'époque. Si on veut parler les mêmes arguments des mêmes acteurs. Est-ce que vous les mêmes arguments des mêmes acteurs. Il y avait en gros, il y avait des arguments philosophiques et religieux à l'époque. Et il y avait justement la capacité de la personne concernée dans une société à faire ce choix-là libre et conscient. Et il y avait un problème de santé publique des gens, des femmes qui mourraient. Sauf que l'argument, c'est que vous décidez aujourd'hui, vous êtes en capacité de décider. Donc, vous voyez, Philippe Mouillet. Oui, non, voilà. Donc moi, je ne peux pas entendre ce parallèle des formes. Voilà. Même si on peut comprendre qu'il y a des bases de discussion qui étaient communes, mais à la fois on est sur mais on n'est pas sur le même sujet. D'ailleurs, moi j'ai des positions plutôt favorables d'un côté et défavorables sur votre projet. Donc je crois que ce n'est pas comparable. On est vraiment sur une situation qui est complexe. Moi, je suis favorable au débat, mais je suis toujours gêné lorsque de nouveau, je reviens sur le début de la discussion, lorsqu'on met en place des outils, lorsque ce débat a déjà eu lieu. C'est pas un débat qui n'a pas eu lieu à l'Assemblée. Ce débat a déjà eu lieu l'année dernière, enfin il y a 2 ans, pardon. On va en avoir un nouveau. Voilà. Non, mais il a déjà eu lieu, et je suis très gêné qu'à un moment donné, on considère que il faut tout gommer, tout recommencer parce que et ne pas avancer. Alors qu'au parallèle, il y a des discussions, ne posent pas de difficultés. Moi, je ne suis pas contre le débat, et il y a des évolutions. Non, mais il faut que ça avance. À un moment donné, il y a une demande. Voilà. Mélanie Raphaël-Bétou. Et justement, sur le fait que ce débat se réouvre, les choses ont changé justement, notamment à l'Assemblée nationale. Et oui, parce que tout était bien verrouillé, notamment par M. Leonetti. Et là, les choses ont changé. C'est la première fois qu'on a une tribune au niveau des députés
avec une majorité quand même de la majorité présidentielle. À ma connaissance, la majorité, c'était vos amis. Et je suis pas certain que mais justement, la tribune était non plus. oui, mais alors je peux terminer. Était réellement sénateur, une poids à faire en sorte de museler les je vais terminer. Et la majorité présidentielle, à l'époque, était verrouillée parce que c'était Claes-Leonetti rassemblé. Et là, c'est une majorité présidentielle. On sait aussi que les insoumis sont très favorables et la gauche qui a été refusée à la commission des affaires sociales. Et les choses avancent. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, c'est le